Aujourd'hui, vous le savez, on le voit d'ailleurs à l'extérieur, c'est la fin de l'été. Et c'est donc la rentrée. C'est toujours un moment assez fort. Alors, pourquoi je dis ça? Ça n'est pas pour cela que c'est pas pour marquer la fin de l'été qu'on a voulu vous inviter, mais parce que je voulais commencer par une expérience coopérative qu'on n'a pas pu mettre sur la tribune. On ne pouvait pas mettre tout le monde, etc. Mais je voudrais vous dire que cet été, des centaines de jeunes adolescents en passe de passer au stade adulte ont découvert la vie coopérative avec des structures très intéressantes, je trouve, que je voudrais citer, qui sont les coopératives de jeunesse et de service. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, je vous invite à regarder ce que c'est. C'est donc des idées de construire pendant la période estivale, avec des jeunes de 14 à 18 ans, disons pour faire simple, de porter un projet pendant leur période de congé, un projet coopératif. Bon, avec ça, ils ne vont pas gagner beaucoup leur vie, mais c'est de leur montrer qu'ils peuvent individuellement, et on y reviendra, c'est un point clé par rapport aux échanges qu'on a entendus tout à l'heure, par un engagement volontaire, mais en travaillant avec les autres, fabriquer quelque chose de nouveau qui correspond à des besoins. Et donc, je voulais citer cela parce que c'est une illustration de la dimension contemporaine, nouvelle, que prend la vie coopérative et la capacité d'innovation du monde coopératif français. Alors, le prétexte fondamental qui nous a réunis aujourd'hui, vous avez vu qu'on n'a même pas parlé en soi, mais on va le dire tout de même, c'était de fêter les 70 ans de la loi 47-1775 du 10 septembre 1947. Alors, c'est une loi qui a apporté une étape importante, j'en dirai un mot tout à l'heure, dans le monde coopératif, qui est la loi coupole du monde coopératif français. Vous vous doutez bien que cette loi elle-même a beaucoup bougé depuis 1947. Elle a fait l'objet de modifications, d'adjonctions, mais ce qui me paraît le point le plus important, c'est que toutes ces modifications, elles ont toujours été le fait du mouvement coopératif français, qui a toujours considéré qu'il devait être maître de ses outils juridiques. Pour nous, Français en tout cas, parce que ayant des dimensions internationales, pour nous, c'est pas une loi qui tombe, entre guillemets, voulue par l'État, c'est une loi dans laquelle, bien sûr, c'est au législateur de la fabriquer, mais nous apportons nos demandes, nos propositions, nos suggestions, et nous le faisons en sorte que ce texte soit vivant. Alors pourquoi ce texte, ce cadre juridique doit être vivant? C'est d'abord pour illustrer ce qu'est la vie, je pense, des coopératives en France. C'est très simple, c'est la diversité et l'unité en même temps. C'est ça que nous voulons illustrer aujourd'hui et demain à travers cette démarche intitulée Planète coopérative. Alors, je vais commencer par le volet diversité. Dominique, vous avez débuté en rappelant quelques chiffres. Je ne vais pas reformuler tous ces chiffres, mais je voudrais même rappeler plus de 22 000 consommateurs, plus de 26 millions de sociétaires et plus d'1 200 000 salariés. Je le dis ici parce que souvent, dans ce pays, nous n'en sommes pas nous-mêmes assez conscients. La France est le deuxième pays coopératif du monde. Ok ? Alors, c'est pas en soi ni bien ni mal. C'est une donnée dont il faut que nous-mêmes nous soyons conscients. Et une des forces de cette puissance coopérative, c'est la diversité. Je peux vous dire que dans mes responsabilités à l'international, dans bon nombre de pays européens, d'autres continents, on considère la France comme un pays de cocagne coopératif. Parce que, en particulier, nous savons cultiver notre diversité coopérative, mais j'y reviendrai, en sachant garder un minimum d'unité. Par un outil très important, et ça fera peut-être la synthèse avec les débats de tout à l'heure, par la tolérance, et ça j'y reviendrai, parce qu'il y a le premier principe coopératif sur lequel je reviendrai. Alors, diversité des secteurs, vous en avez vu un certain nombre.
tout le monde n'a pas pu, en tout cas aujourd'hui, et peut-être demain on va se rattraper en partie, voir tous les champs. On a vu, et je rappelle d'un point de vue un peu historique, les grandes racines du mouvement coopératif français, très marquées par la dimension de production, par contraste un peu avec nos collègues anglais, qui eux ont superbement su faire vivre et qui ont su propager d'ailleurs la dimension de coopération de consommation. En France, nous avons une branche de coopération de consommation, on l'a vu, qui est en train de se renouveler d'une certaine façon. Il y a bien sûr la composante historique des coopératives de production qui sont devenues aujourd'hui participatives dans leur intitulé, mais qui représente un des éléments clés dans le mouvement coopératif international. La France est la terre historique des coopératives de travailleurs, pour une histoire qui est celle de notre pays. Et bien sûr, je n'oublie pas les coopératives du monde agricole, parce que même dans le monde agricole, il n'y a pas que les coopératives agricoles, il y a plusieurs catégories, plusieurs formes, mais ça, j'allais dire, c'est plus du droit que d'autres choses. Je n'oublie pas les coopératives du secteur maritime, parce que la France est un pays qui a une grande façade maritime, et il ne faut pas oublier d'ailleurs la France de l'outre-mer sur ce terrain-là, mais nous avons tendance à l'oublier. Bien évidemment, le secteur bancaire. Alors c'est volontairement que nous n'avons pas voulu ici, là, aujourd'hui, donner la place tout de suite au secteur bancaire. Je voudrais indiquer sur le secteur bancaire, là aussi, que ça a été rappelé, la place du monde coopératif bancaire dans le secteur bancaire français. C'est aussi un secteur qui a beaucoup bougé, qui bouge et qui est attractif. Je voudrais donner même un exemple très récent. Lorsque il a fallu faire évoluer le statut des caisses d'épargne, le choix qui a été fait par les gens des caisses d'épargne, en accord avec l'État, c'est d'adopter un statut coopératif. Et donc, pour moi, c'est même très intéressant de voir l'attractivité de la démarche coopérative. Bon, d'autres formes de coopération sont apparues après-guerre, grâce aux 30 Glorieuses, parce que là aussi, je veux bien qu'on fasse des grandes critiques du modèle existant. Je ne suis pas sûr qu'il a été si défavorable que ça pour tout le monde pendant des années d'après-guerre. Ça a été le secteur des coopératives d'HLM qui a pris essor, parce qu'il fallait même reconstruire ce pays où il n'y avait pas de logement, les coopératives d'artisans, les coopératives de commerçants, les coopératives de transport. Et je ne voudrais pas négliger que vous oubliez, même si on ne vous les a pas fait voir aujourd'hui, donc des formes plus anciennes qui prennent des tournures ou reprennent des nouvelles tournures dans le monde coopératif. On a vu les coopératives d'étudiants, enfin le champ étudiant. Je voudrais dire un mot des coopératives scolaires. C'est une part très importante sur les activités périscolaires, et en particulier il y a des très belles choses en cours. Et donc, dernier volet, l'émergence de nouvelles formes de coopération, les coopératives d'habitants, les coopératives multipartenariales, et en particulier avec donc les collectivités locales en particulier, mais pas que, à travers les sociétés coopératives d'intérêt collectif. Bon, je ne suis pas là pour vous faire toute une description, mais vous n'imaginez pas tout ce que ça représente comme diversité de réalité, et derrière tout ça, de diversité de statuts juridiques, etc. Mais le mouvement coopératif français, c'est aussi une longue marche vers l'unité. Une longue marche vers l'unité. Mais pas l'uniformisation. C'est cultiver nos différences, cultiver notre diversité dans une forme d'unité. Alors, c'est la loi de 1947 d'abord, qui est une étape importante dans le début de cette unité, puisqu'avant, nous avions des lois coopératives, pour certaines fort anciennes. On le disait ce matin, nous fêtions les 100 ans de la loi pour les fédérations, pour les coopératives de consommateurs. Récemment, nous avions fêté les 100 ans, par exemple, des banques populaires. Nous avons
plein de textes fort anciens, mais en 1947, grâce à quelqu'un dont le nom est connu, à M. Ramadier, à l'époque, qui a porté ce texte, pour la première fois, on a essayé de faire une loi coupole, c'est-à-dire de dire, bon, entre tous ces éléments historiques, etc., qu'est-ce qui fait qu'il y a des choses qui se ressemblent? Est-ce qu'on peut fabriquer un élément de mise en commun? Et la fabrication de cette loi, l'existence de cette loi, a été pour moi la première étape dans une sortie d'une forme de rivalité. Tout à l'heure, pour les 100 ans du secteur consommation, notre ami Jean-François Drapry rappelait cette vieille histoire des rivalités historiques entre coopératives de producteurs, coopératives de consommation. D'une certaine façon, obliger les juristes à se parler, à transcender les différences, ça a été une étape fort utile. Deuxième étape que je citerai, ça a été la création en 1968, à l'époque du GNC, du Groupement National de Coopération, ce qui est aujourd'hui COPFR, comme un lieu, là aussi, coupole, où toutes les familles coopératives se rencontrent et reconnaissent que nous avons beaucoup de choses en commun, quand bien même il y a des réalités liées à chaque secteur, chaque manière d'être coopérative. Et puis, une ouverture à travers l'hybridation, à travers l'échange, des coopérations opérationnelles, et une ouverture à l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire que le monde coopératif français joue un rôle pivot, clé, aux côtés d'autres secteurs dans le monde de l'économie sociale et solidaire. Que ce soit à travers les sociétés coopératives d'intérêt collectif, où peuvent participer comme adhérents à la coopérative des mutuelles, des associations, des collectivités publiques, à travers les pôles territoriaux de coopération territoriale économique, qui ont souvent d'ailleurs un statut de SIC, parce que c'est plutôt bien adapté, mais il y aurait d'autres, on voit d'autres champs où le statut SIC est utilisé. Et puis, je ne voudrais pas qu'on l'oublie, au-delà des frontières nationales. Alors pourquoi ce succès? D'abord parce que le facteur d'unité, et ça moi je le vis tous les jours par rapport à d'autres secteurs, c'est que nous avons en commun, à l'échelon international, depuis 120 ans, à travers l'Alliance coopérative internationale, des valeurs et des principes coopératifs. Une définition, j'y reviendrai, de ce qu'est une coopérative, et des valeurs et des principes coopératifs. La démarche coopérative nous réunit parce que nous avons d'abord les uns et les autres la volonté d'être maîtres de notre destin. Et ça, c'est ça qui est un point important. Comme je le dis parfois, pour construire un monde meilleur, il est déjà important que chacun d'entre nous contribue à rendre meilleur son monde. Alors après, c'est un vieux débat. Faut-il tout changer d'un coup ou faut-il y aller par la voie incrémentale? Là, ce qui domine dans la voie coopérative, c'est d'être maître de son destin par l'action. Par l'action. Et c'est vrai que parfois nous acceptons de nous auto-limiter dans nos champs, soit son quartier, soit son village, soit sa région, mais il ne faut pas négliger, puisque ça fait florès dans d'autres mondes, la théorie du colibri. Si chacun fait sa petite goutte, à la longue, on peut aussi globalement faire bouger les choses. Alors, la force du ferment coopératif, c'est bien un idéal, c'est bien de construire un monde meilleur. Je rappelle que cette formule, d'ailleurs, c'est la formule qui a été choisie par l'ONU pour l'année internationale des coopératives en 2012, les coopératives des entreprises pour un monde meilleur. Et si on retraduisait ça dans nos vieilles idées coopératives, qui je pense n'ont pas disparu, c'est ce que M. Poisson appelait la République coopérative. Alors, après, on peut se crêper le chignon, parce qu'on n'est pas tous d'accord sur ce que veut dire le mot République. Et c'est normal que vous ayez entendu les débats que vous ayez entendus. Je pense que nous n'avons pas de divergence sur le souhait que les uns les autres, nous aspirons à une République coopérative. Mais chacun a son concept du mot République, et c'est ça qui fait la force. Alors,
je voudrais vous montrer comment il y a un crescendo dans tout ça. Ça part des territoires, on l'a beaucoup évoqué, de l'enracinement, de la proximité, du petit village à la grande métropole. Nous sommes des citoyens engagés, nous souhaitons avoir des territoires vivants, des métropoles mondialisées, voilà, mais peut-être qu'il faudrait s'interroger sur le risque, et ça ne vise pas que nous-mêmes, ça vise aussi nos élus, ça vise aussi nos responsables politiques. Nous ne pensons pas que nous aurons des grandes métropoles mondialisées florissantes avec un désert autour d'elles. Et la coopération doit contribuer à ce tissu. Au niveau national, c'est bien sûr la force d'un tissu coopératif entre les petits et les grands. Nous ne concevons pas que la coopération, ce serait seulement « small is beautiful ». Nous devons reconnaître l'utilité d'avoir des petits, d'avoir des grands. Nous acceptons, nous reconnaissons que le défi de la taille est un défi, évidemment, qu'il faut affronter. Et donc, il nous faut travailler ensemble dans l'unité. Et qu'est-ce qui a été un des fruits récents dans la dernière loi de réforme de l'ESS et donc de la loi coopérative? C'est tous ensemble, nous avons adopté la révision coopérative. La révision coopérative, c'est le fait que, périodiquement, nous allons expliquer à nos sociétaires, nous allons expliquer à l'extérieur comment nous appliquons réellement les principes coopératifs. Ça, c'est une unité française très très forte. Pour l'Europe, on en parlera plus demain. Pour le reste du monde, c'est un point important que nous évoquerons demain pour ceux d'entre nous qui pourront être avec nous. Alors, pour en terminer, je voudrais rappeler la définition des coopératives. C'est pas simplement pour vous faire une leçon, parce que ce serait la rentrée, mais une coopérative, c'est la définition de l'Alliance coopérative internationale, est une association autonome de personnes. J'insiste sur ce mot-là, c'est-à-dire que par rapport à des débats qu'on a entendus tout à l'heure, l'humain est la question centrale. Volontairement réunis, j'insiste sur le volontairement réunis. Qu'est-ce qui nous fait aussi nous interroger par rapport à certaines visions dans certains pays où on a instrumentalisé les coopératives? C'est le volontairement. Le primat, c'est que nous pensons que c'est par la libre adhésion, par le choix raisonné des uns et des autres, que nous faisons le choix raisonné de la solidarité. Voilà. Réunis pour satisfaire, en premier, leurs aspirations. Leurs aspirations. Et donc l'aspiration, ça peut être un monde meilleur. Et besoins économiques, sociaux et culturels. Aucun champ de l'activité humaine n'est interdit au champ coopératif. C'est un point très important. Très souvent, on met en avant la dimension coopérative, il n'y a que la dimension économique, il n'y a pas que cette dimension économique, sociale et culturelle. Au moyen d'une entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement. Je terminerai sur ce dernier point. C'est la place et le rôle du délibératif. La force d'une coopérative, c'est pas simplement de voter. On a trop voulu réduire le une personne, une voix à délibérer. Une voix, c'est une parole, c'est un échange, c'est une délibération. Je pense qu'on redécouvre la place et l'importance du délibératif. Alors, pour autant, nous n'en avons pas terminé dans notre cheminement. Il y a encore beaucoup de choses à réaliser, à faire prospérer. Je voudrais terminer sur quelques éléments de défis que nous allons relever. Le travail. On a beaucoup parlé dans le monde de la coopération du capital, et je pense qu'il y a beaucoup d'intoxication là aussi qui nous est propagée dans beaucoup de champs d'activité où il faut beaucoup de capital. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui tous les champs d'activité ont besoin de la même quantité de capital. Et donc il faut revenir aussi à travailler sur les questions du travail, mais sur des visions très réalistes, très concrètes, et en particulier les nouvelles formes de travail. Ce sont des grands défis. À l'échelon européen, nous travaillons avec nos collègues pour voir comment on va créer des coopératives de travailleurs indépendants. Si on veut sortir un certain nombre de personnes qui sont dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de donneurs d'ordre, nous devons de retrouver des mécanismes un peu classiques de coopération. La question de la relève générationnelle,
est évidemment une question importante. Ça passe là aussi par des nouveaux champs et de nouvelles formes. Les plateformes coopératives, c'est un champ très important. L'appropriation coopérative des données dans le monde du big data, parce que c'est un sujet important. Et donc, tout cela passe par des choses qui sont déjà à l'œuvre, l'intercoopération entre les familles coopératives. Je crois que la France montre qu'on arrive à faire des choses, on peut sans doute en faire de mieux. L'ouverture au monde, et donc, moi, le message que je voudrais nous faire passer, c'est que nous avons démontré notre force, notre vitalité, notre capacité à intégrer le facteur territorial, le facteur distance, pardon. N'oublions pas le facteur temps, et donc c'est un point important. Il faut à la fois traiter de demain, de journée de demain par exemple, mais aussi de où nous serons dans 10 ans pour fêter les 80 ans de notre loi coopérative, parce que c'est là-dessus que nous démontrons que, je pense, la coopération reste une grande idée moderne. Merci.